par exemple la menuiserie, vous ne formez que les menuisiers. Il y a une société minière qui vient par exemple, qui n'a pas besoin de menuisiers, il y a beaucoup de menuisiers vont chômer. Donc il faut diversifier la filière en fonction de la demande de l'employeur. Et il a parlé aussi, je vais dire aussi de voir dans nos écoles, parce qu'actuellement, l'approche pédagogique utilisée n'est pas uniforme. Nous sommes à deux vitesses. Il y a la PPO, la pédagogie par objectif. Il y a aussi l'APC. L'APC concerne cette école seulement. Donc, il est question de généraliser l'APC dans toutes les écoles. Et pour généraliser l'APC dans toutes les écoles, et il a dit tantôt, il faut former les gens à cette approche. Et quand vous formez, ils seront là pour élaborer les programmes d'enseignement, pour élaborer les guides d'enseignement, et ensuite pour former les formateurs. Uniformiser l'approche pédagogique, la formation. La suite de cette conférence, nous allons à présent écouter l'exposé de Madame Sanassa Sidibé et Madame Fatoumata Sissé, directrice générale de la SNG. Face à ce sujet qui est un vrai défi. Alors, pour ne pas revenir sur les différents points qui ont été mentionnés par mes prédécesseurs, je rajouterai seulement un point, celui de l'intéressement des jeunes et des parents à la formation professionnelle. Je crois que lorsque on a atteint le stade où on aborde cette question cruciale, il faut avoir l'honnêteté de se dire la vérité. Aujourd'hui, dans notre société, il y a un véritable tabou. Celui qui veut que nous s'oriente vers la formation professionnelle que celui qui n'a pas réussi. C'est une perception qu'il faut, à mon sens, combattre, qu'il faut discuter, face à laquelle il faut éduquer les parents et les jeunes, les sensibiliser. Je crois que pour résoudre le défi qui concerne la formation professionnelle, les spécialistes en la matière doivent prendre des dispositions, des mesures à la base, c'est-à-dire peut-être du collège au lycée jusqu'à après le bac pour en venir à l'orientation dans les écoles professionnelles. Une fois ce stade achevé, je crois qu'il faut aussi mettre en place des mesures qui permettent d'orienter nos jeunes dans des filières qui correspondent à leur personnalité et des filières qui leur permettent de se valoriser dans les choix de carrière qu'ils auront faits. En ce qui concerne le secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle en Guinée, Sogea Satom, pour ceux qui ne savent pas, est une société de construction qui est en Guinée depuis 1960. Et notre cœur de métier, c'est vraiment la construction. Donc du coup, ça fait que la majeure partie de nos employés sont dotés d'une formation professionnelle, parce qu'on a besoin d'eux dans le domaine technique. Donc le défi à relever dans l'enseignement technique et la formation professionnelle en Guinée aujourd'hui, à mon avis, c'est de faire comprendre aux jeunes élèves et lycéens, voire même universitaires, que l'avenir n'est pas seulement résumé à faire l'université en tant que tel. Il y a de ces moments où il y a de ces personnes qui sont hautement qualifiées pour faire un travail bien déterminé. Mais il se trouve que nous sommes diversifiés.
comme ils l'ont déjà dit mes prédécesseurs, je ne vais pas assez m'étaler là-dessus pour ne pas perdre du temps. Il faut plutôt chercher à les orienter, à les faire comprendre que avoir une formation professionnelle, c'est pas ne pas être un cadre ou ne pas être un haut dirigeant. En prenant pour exemple aujourd'hui, ils ne se rendent pas compte, mais les plombiers, les menuisiers métalliques ou bien carrément les menuisiers qui font des lits, qui nous donnent assez de produits finis en Guinée aujourd'hui, la plupart d'entre eux n'ont pas fait les bancs, ils l'ont appris. Et c'est une formation technique, et sans qu'ils ne le sachent. Il faut donc valoriser, comme l'a dit mes prédécesseurs. Et nous, chez nous à Sogiasatom, nous employons des plombiers, nous employons des menuisiers, nous employons des soudeurs. Tout ceci, on n'a pas besoin d'aller à l'université en fait pour faire ce métier. Le système, dans une bonne partie des États-Unis d'Amérique et au Canada, vous avez accès à l'enseignement professionnel supérieur. C'est extrêmement important dans les débats parce que ça permettra de voir qu'est-ce que l'État peut faire pour soutenir l'enseignement professionnel supérieur et le lien à faire entre cet enseignement professionnel supérieur et le cycle de l'enseignement supérieur classique dit universitaire. C'est la première chose que je voudrais signaler. La deuxième chose qui correspond à l'exposé de M. Ba, la destination de ceux qui ont des qualifications professionnelles, que ce soit supra, bac ou infra-bac, c'est le travail, c'est le monde du travail. Dans ce cas, comment peut-on qualifier un système d'enseignement professionnel? C'est en répondant le plus possible à la demande, et quantitativement et qualitativement. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons l'organisation, le fonctionnement qui nous permet que le ministère en charge de l'enseignement professionnel prenne en charge la demande qualitative et quantitative du monde du travail? Quels sont les mécanismes qui existent et qu'est-ce qu'il faudrait faire? L'autre préoccupation que j'aimerais proposer au débat, c'est l'accès territorial à l'offre d'enseignement professionnel dans notre pays. Où est-ce qu'on peut faire son enseignement professionnel selon les niveaux? Qu'est-ce qu'on a comme offre au niveau sous-préfectoral? Qu'est-ce qu'on a comme offre à l'échelle des préfectures? Comment on a comme offre à l'échelle des régions? Et qu'est-ce qu'on a comme offre à l'échelle nationale? Parce que il faut être dans la réalité. Aujourd'hui, le taux d'accès au collège est extrêmement faible sur l'ensemble de notre territoire. Que deviennent les enfants qui acquièrent juste le savoir lire et écrire en primaire et qui quittent le système? Est-ce qu'ils peuvent avoir accès à l'enseignement professionnel? Est-ce que c'est possible? Je crois que cet élément de débat est important. L'autre élément de débat, c'est la relation entre le monde professionnel et la formation. Vous savez, M. Ba l'a dit tantôt et c'est très juste, on a beau faire, l'essentiel des apprentis, de ceux qui veulent apprendre un métier, ne sont pas dans le système d'enseignement professionnel, ils sont dans les ateliers. Comment faire la jonction entre les deux? Le grand débat de tous les systèmes d'enseignement professionnel a été, est-ce qu'il faut amener les éléments didactiques dans les ateliers, les formaliser peu à peu, ou est-ce qu'il faut gérer ce parallélisme-là, l'enseignement professionnel d'un côté, l'apprentissage direct dans les ateliers de l'autre côté? Comment l'un peut contaminer qualitativement l'autre? Et dans les deux sens d'ailleurs. Parce que je crois qu'on a des choses à apprendre du maître mécanicien qui sait gérer une cohorte de 5 apprentis en 3 ans, 4 ans, et leur faire passer des paliers de compétences non validées. Le problème de ces compétences-là, de l'apprentissage informel, c'est que les compétences ne sont pas validées. Est-ce qu'il y a un intérêt pour l'État, pour le ministère, de rentrer dans une validation de ce type d'apprentissage? De l'autre côté, est-ce que ces ateliers où les apprentis sont admis, l'État, quelque part, n'a pas le devoir de créer un lien avec le système qui permette de contrôler la méthode d'enseignement, qui permette aussi de garantir la durée de l'apprentissage et la dignité des apprentis? Parce que toutes ces questions-là se posent. Est-ce qu'on ne voudrait pas imaginer même des systèmes de primes
donnée à ces ateliers-là qui y forment. Je voulais dire cela et situer le contexte. De mon point de vue, des progrès extraordinaires ont été faits ces dernières années pour la valorisation de l'enseignement professionnel et technique dans notre pays. C'est le lieu ici de le dire. Ces 5 dernières années, le ministère a extrêmement valorisé la perception même que les jeunes ont de l'enseignement professionnel. Le travail reste à faire, mais ça, il faut le noter. Deuxièmement, je le dis souvent au ministre Damantan qui est représenté par son conseil principal ici, on n'a pas assez insisté sur l'amélioration de la gouvernance des centres de formation professionnelle et des écoles professionnelles. Aujourd'hui, ces écoles ont des budgets dédiés et leur budget est généralement viré directement sur le compte des directeurs même de ces écoles-là. Ça, c'est des efforts quand même que l'État a fait. Aujourd'hui, les enfants qui choisissent la formation professionnelle peuvent être boursiers au même titre que n'importe quel bachelier. C'est un encouragement aussi qu'il faut noter. Mais le gros des troupes de ceux qui doivent être formés restent des gens qui sont au niveau infra-bac. Ceux qui sont arrivés jusqu'au niveau bac, ceux qui sont arrivés jusqu'au niveau brevet et ceux qui sont même en dessous du niveau brevet. Qu'est-ce qu'on fait pour ces populations d'apprenants, d'élèves, d'enfants? Qu'est-ce que nous leur offrons? Il y a une nouvelle politique de l'enseignement technique qui va prendre en considération non seulement les infrastructures, les équipements, la formation des formateurs, parce qu'on a un effectif vraiment vieillissant. Les gens qui ont enseigné dans les écoles techniques et professionnelles depuis au temps de Seibol, ce sont eux qui sont presque dans nos écoles maintenant, qui vont partir à la retraite dans une année, dans 6 mois. Donc on a pris des dispositions pour former les formateurs. Demandez à mes frères, surtout jeunes comme vous, je vous demande de lire. Lire et lire, ça ne fait que enrichir notre expérience, notre connaissance des choses. Le premier outil de votre avenir, c'est vous-même. Préservez-vous. Le premier outil de l'avenir de chacun de vous jeunes ici, c'est lui-même. C'est sa santé, sa capacité d'être attentif à l'apprentissage, à la maison, à l'école et dans la vie. La deuxième vérité qui est difficile quand on est jeune, comme vous dites, c'est qu'en fait, l'avenir, c'est entre ce que vous voulez et ce que vous faites tous les jours pour vous approcher de votre avenir. Troisième chose, il n'y a pas de vie facile. Personne ici n'a un cursus qui est fait que de succès et de moments faciles. Chacun de nous est sorti des lemmes du doute, des moments difficiles. Acceptez ces moments difficiles et restez en dialogue avec vos professeurs et vos parents. Pour finir, et ça c'est très important de mon point de vue qu'on assume cela, les conclusions de votre forum vont participer à nourrir le comité de réflexion sur le système éducatif que le président de la République a mis en place. On est dans une démocratie participative où en organisant ce forum, le ministre de l'Enseignement supérieur vous donne l'occasion d'apporter votre avis sur les décisions qui vont venir, qui vont structurer l'avenir de notre système éducatif. Concentrez-vous sur ça, c'est extrêmement important. C'est vrai que le secteur minier continue toujours à créer de l'emploi, mais avec le décalage qu'on a enregistré, je pense qu'il y a un rattrapage à faire. Mais c'est dit que nous ne devons plus compter sur le secteur minier. Il y a un secteur qui est là, qui est le secteur développement rural, et plus particulièrement le secteur agricole, où nous savons que 80% de la population rurale est enrôlée dans cette activité. Voilà où il y a non seulement un grand potentiel, mais c'est que avec le débat qui a eu lieu ici, toutes les stratégies qui sont développées pour développer le capital humain, pour former des jeunes techniciens, si tout ce qui a été développé ici est mis en œuvre, c'est-à-dire en termes d'enseignement technique ou bien d'enseignement supérieur, je pense qu'on pourrait valoriser ce potentiel-là et générer des emplois. Aujourd'hui, c'est aux étudiants de s'informer sur les réalités du marché, sur les besoins du marché.
Pour cela, il est très simple. Vous avez eu la chance par rapport à nous. Nous, lorsqu'on était à l'université d'Amal, qu'on a pris, il n'y avait pas l'Internet, il n'y avait pas le téléphone mobile, on ne pouvait pas se renseigner comme il se faut. Il n'y a pas que ça, il y a les discours politiques. Vous avez entendu tout de suite parler du plan national de développement 2016-2020. C'est une information que vous devez vous procurer, parce que dedans, il y a les secteurs porteurs. Ce sont les secteurs qui vont vous employer dans le futur. Parlant de ça, lorsqu'on arrive aussi maintenant dans le secteur de PIC, aujourd'hui, je peux dire qu'il n'y a jamais eu une technologie aussi adaptée à l'Afrique que les PIC. Parce qu'aujourd'hui, l'extraordinaire popularité des téléphones mobiles que vous avez aujourd'hui, nous pouvons l'envoyer jusqu'au fin fond de nos villages. Il n'y a jamais une technologie qui a été poussée jusqu'au système. Il faut qu'on arrive à profiter de cette technologie. Si vous voyez, je vous dis de vous renseigner, autour de cette technologie, il y a tout un écosystème qui s'est installé. C'est pour cela qu'aujourd'hui, qu'on parle d'économie numérique. Ça ne se limite pas à un seul secteur d'activité. Il y a plusieurs secteurs d'activité qui arrivent dedans, que vous pouvez categoriser au niveau de 4. Les SMS, vous savez les écrire. Vous prenez un groupe d'étudiants, vous mettez chacun au niveau de chaque carrefour et qui vous informe à chaque 10 minutes, qui vous envoie une information pour vous dire qu'au niveau du palais de fête, c'est fluide. Je m'associe avec les opérateurs, vous-même, vous créez un bloc, ou vous créez un lien avec les opérateurs, qui dira que si vous tapez le code par exemple 111, vous allez avoir l'information sur les différents points d'embouteillage. Si je suis, ce qui m'arrive des fois, monsieur le ministre, je suis assis au bureau, des fois j'ai envie de rentrer, mais quelqu'un m'appelle pour me dire le palais ne bouge pas, Bandit ne bouge pas, donc j'attends. Par contre, si j'avais ce code 111, je l'applique, créé par vous les étudiants, voilà, ça me donne l'information, je pourrais m'asseoir. Voilà le débouché, il ne faut pas juste s'asseoir, comme l'autre l'a dit, le premier intervenant, nous avons tous en nous un génie créateur. Il faut savoir l'utiliser. Employés dans le secteur minier actuellement, c'est 10% chaque année de renouvellement, donc vous avez la possibilité d'employer seulement 200 personnes de toutes spécialités dans le secteur mine actuel chaque année. Par contre, les méga-projets dont M. Touré parlait, eux, s'ils arrivent à être mis en œuvre, comme le corridor de croissance de Rio Tinto, ça c'est 40 000 emplois. Hein, et c'est des emplois de haute valeur ajoutée qui, à leur tour, génèrent jusqu'à 300 000 emplois. Donc, il faut encourager le gouvernement à mettre ces méga-projets miniers en place et vous aurez à ce moment réglé en partie vos problèmes d'emploi. Donc maintenant, les questions sont ouvertes et je demande aux organisateurs de prendre 5 questions pour qu'on les note et vous passez le micro à baladeur. Une fois les questions notées, on demandera aux panélistes de bien vouloir... Je m'appelle Kouroum Alpha Kabinet et je fais la licence 3 en gestion touristique à l'ESTRH Kipé. Ma question est la suivante. La question d'inadéquation de la formation avec les besoins du marché d'emploi est également un débat qu'on ressasse depuis de nombreuses années sans grand résultat. Bon, que proposez-vous qui devrait changer la donne? Que les étudiants se renseignent sur les réalités du marché. Il faut qu'ils soient à l'écoute. L'exemple donné ici, c'est le plan de développement. C'est sur 5 ans. C'est ça, hein? C'est sur 5 ans, 2016, 2021. Donc, il faut s'informer, écouter les discours politiques de nos politiciens, savoir là où ils veulent s'orienter. Vous entendez toujours le président dire qu'il faut l'électrification. Qu'est-ce que je peux faire dans ce domaine-là? Il ne s'agit pas que vous allez travailler à EDG, mais qu'est-ce que je peux apporter de plus? Il a parlé des mines. Qu'est-ce que je peux apporter de plus? Aujourd'hui, vous savez qu'au niveau de la zone de Kamsar, sans pour autant aller à Kamsar, tout le monde sait qu'il y a un bataillon de camions qui monte de défense de Kamsar. Est-ce que vous vous êtes assis une fois pour dire est-ce que je peux trouver une solution pour réduire les coûts? Parce que les entreprises, c'est ça leur problème. Ils obtiennent les revenus, mais ils réduisent le coût. Dans ce coût-là, il y a les emplois. Et maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils externalisent ces emplois-là.
C'est la majorité qui arrive aujourd'hui. Ne vous asseyez pas ici pour dire que vous devez être employé par des sociétés. Le génie créateur qui est en nous, vous pouvez vous associer. Soit Alpha Cabinet par exemple peut être très fort en analyse, il peut avoir un ami qui est très fort en comptabilité, il peut avoir un autre. Vous vous associez pour créer quelque chose. Je prends mon secteur. Les opérateurs aujourd'hui sont en train d'externaliser les emplois. Ça ne veut pas dire seulement qu'ils ne recrutent pas, mais c'est quelqu'un d'autre qui va s'occuper des emplois. Il ne veut pas l'entendre parler de grec chez eux. Ça, c'est à vous de le créer. L'information, l'adéquation entre formation et choses, c'est parce que la personne n'est pas bien informée. Nous, en notre temps, on n'a pas eu ce forum-là. C'est quelque chose qui est vraiment bien. Ça vous permet de vous orienter. Vous êtes en relation avec les sociétés. Vous pouvez venir voir DictoPress. Vous dites à DictoPress, quel est votre business plan pour les 5 prochaines années? Vous savez, la seule dictature qui est pratiquement autorisée, c'est la dictature scientifique. 1 plus 1 égale à 2, et il n'y a rien à faire. Ça ne peut être égal à 2. Aujourd'hui, dans le monde, vous êtes mieux placé que nous, puisque vous côtoyez toujours Internet. Et ça, c'est réellement de votre génération. Donc, vous devez savoir que dans cette mondialisation, il y a une concurrence à tous les niveaux. Au niveau des universités, il y a ce qu'on appelle les fameux rankings, les fameux classements. Il y a celui de Shanghai, par exemple. Ce classement de Shanghai tient compte de critères, parmi lesquels le nombre de publications d'une université, le nombre d'étudiants étrangers que reçoit cette université, la qualité des étudiants formés, le nombre de personnalités importantes qui sont sorties de cette université, parmi tant d'autres. Et ce sont tous ces critères réunis qui permettent de classer une université première. Et à cet égard, les universités anglophones sont de loin les meilleures. Parce que les universités françaises ou belges, etc., font partie peut-être parmi les 200, mais juste vers la fin. C'est les Américains, les Anglais, surtout qui sont parmi les premiers. Ce qui fait que quand on a un diplôme de ces universités qui sont réellement bien classées, évidemment, là, on vous prend pour le king. Même si ce n'est pas objectif, mais c'est comme ça. Donc, il nous appartient à tous de faire en sorte également que nos universités soient parmi les meilleures et qu'on rentre dans ces classements-là. J'entendais quelqu'un dire que hier, on a fait état du fait qu'aucune université guinéenne ne fait partie du classement même africain. Et je veux d'ailleurs dire qu'au classement mondial, vous ne trouverez presque aucune université même africaine. C'est le démarrage. Donc c'est à vous et c'est à nous tous, au gouvernement en plus, de faire en sorte qu'il y ait cette qualité, qui vous permettrait d'avoir un diplôme UP où partout où vous irez, on s'inclinerait devant votre diplôme. Un étudiant de lycée qui a longuement parlé qui a tenté de parler du processus de transformation de bauxite en aluminium et peut-être en aluminium. Alors, en tant que futur professeur, je lui demande d'être plus rigoureux que ça. Et je l'invite même à venir me voir, puisque moi j'ai un livre écrit là-dessus. Et quand vous prétendez enseigner à des jeunes, c'est ce que les jeunes ont dit souvent ici, nous avons des enseignants qui n'ont pas le niveau. Alors essayez vous-même d'être rigoureux et performant à votre niveau. Donc j'attends ce monsieur pour discuter personnellement avec lui. Qu'entendons-nous d'abord par emploi? Parce qu'il faut définir l'emploi. Selon la Banque mondiale, l'emploi est toute activité génératrice de revenus. Toute activité génératrice de revenus. Ce qui veut dire qu'un jeune qui n'exerce aucune activité génératrice de revenus, qu'il soit salarié ou pas, qu'il soit diplômé ou pas, qu'il soit qualifié ou non, ça veut dire que ce jeune est sans emploi. Et la conception généralement répandue aujourd'hui pour booster dans le domaine de l'emploi, c'est d'avoir une croissance économique soutenue. Mais il va sans dire qu'aujourd'hui, dans beaucoup de pays développés, où la croissance est au rendez-vous, cela coexiste avec le manque d'emploi pour les jeunes. Et aujourd'hui,
Il y a d'autres pays comme le nôtre, je dirais, dotés de potentialités naturelles extraordinaires, où la croissance économique, souvent, est un facteur qui exacerbe le chômage, la pauvreté. Quand on sait que l'année dernière, les perspectives économiques donnaient une croissance économique d'environ 4,8%, pour finalement avoir une croissance économique à 5,2% en 2016, et cette année, les perspectives, selon encore le Fonds monétaire international, sera de 6,7%. Est-ce que cela, naturellement, se traduit par la création d'emplois? On sait bien que ce n'est pas cela. La deuxième chose, vous avez aujourd'hui le secteur privé. Les entreprises qui sont dans le secteur privé sont arrivées quasiment à un niveau de saturation. Comment on peut demander aux entreprises de créer 1000 emplois pour ces milliers de jeunes qui sortent chaque année pour trouver un emploi? Nous avons aussi des entreprises étrangères qui viennent s'installer, qui ont un quota limité de jeunes qu'ils peuvent prendre dans leur entreprise. Et la dernière évidence qui saute à l'œil, c'est naturellement le gouvernement. Tout le monde attend que le gouvernement puisse les embaucher. Donc, quand on arrive à ces différentes évidences, on est forcé de comprendre et de croire que la solution peut être trouvée dans l'entrepreneuriat. Et pour cela, il y a des enjeux, il y a des défis. Les enjeux au niveau de l'emploi, ça se trouve d'abord dans la capacité à entreprendre. Il faut qu'aujourd'hui, puisqu'on est avec l'enseignement supérieur, que les lieux de formation, les universités, puissent commencer à s'adapter aux réalités du XXIe siècle. C'est-à-dire, comment faire en sorte que les jeunes soient en capacité d'entreprendre. Quelles sont les opportunités qu'offre l'enseignement supérieur en termes de pédagogie et en termes d'esprit d'entrepreneuriat? Je sais que vous avez des projets dans ce sens. Oui, merci madame. Je suis très heureux de prendre la parole ici en ma qualité de directeur d'une institution d'enseignement supérieur spécialisée dans les sciences animales. C'est-à-dire, nous travaillons à l'Institut de Dalaba dans le domaine de l'agroalimentaire et des sciences animales. Beaucoup de questions avaient été posées aujourd'hui par rapport à l'absence d'entrepreneurs du genre dans le cadre, dans le domaine du développement rural. Et une entreprise, c'est une entité qui évolue, qui fait des valeurs en termes de richesse, en termes d'emploi. Notre pays, comme tout le monde sait, est un pays à vocation agricole, essentiellement agricole, où près de 80% des populations vivent en campagne et s'occupent essentiellement des travaux agricoles. Quoique nous qualifions la Guinée de scandale minier, de scandale géologique, mais quoique le secteur minier donne beaucoup d'argent au budget national, mais il faut retenir, et ceci doit être perçu et compris de tous, que le développement rural est le véritable moteur du décollage socio-économique de ce pays. Nous, à l'enseignement supérieur, nous avons la lourde tâche, non seulement de former les jeunes dans les domaines spécifiques du développement rural, mais aussi développer l'esprit d'entreprise. Ce qui ne se fait pas beaucoup, c'est qu'il faut rabattre l'esprit d'entreprise au niveau du secondaire même. Si vous prenez l'exemple de l'Institut de Dalaba, une école qui a été créée en 2006, qui a ouvert les portes en 2006, nous avons mené une enquête sur 500 étudiants finissant de l'Institut. Nous avons trouvé que sur les deux premières filières, médecine vétérinaire et technologie alimentaire, 80%, 79,80% travaillent déjà. Et parmi les 80, ceux qui travaillent, près de 60% travaillent à leur propre compte. Comme monsieur le ministre l'a dit, l'important c'est d'avoir un métier et que ce métier puisse vous aider à survenir à vos besoins et que ce soit un métier qui, dans le meilleur des cas, soit quelque chose que vous aimez exercer.
Donc en Guinée, nous avons des tabliers, nous avons des gens qui cirent des chaussures, nous avons des gens qui font la couture. Ce sont tous des entrepreneurs parce qu'ils ont tous décidé à un moment donné de prendre leur destin en main et de commencer à exercer une activité et d'offrir une valeur ajoutée à un marché donné. Même pour les startups, c'est un défi majeur de pouvoir trouver des jeunes qui ont une qualification minimale. Donc, comme vous l'avez dit, imprimer ou bien sortir des devis, etc. Donc, il faut vraiment que nous puissions rehausser cela. Donc, cela me pousse à donner la parole à M. Gabriel Curtis, qui a, à travers la PIB, la responsabilité d'attirer l'investissement dans notre pays. Ce qu'on leur dit, c'est d'ouvrir les yeux. Les opportunités sont partout. Et vous pouvez voir autour de vous ce que vous pouvez faire et que vous pouvez bien faire avec de la valeur ajoutée. C'est peut-être une activité qui existe déjà, je ne sais pas, quelqu'un qui vend des cacahuètes, mais vous allez faire ça différemment, présenter ça différemment, avoir un marketing, et ça va marcher mieux que celui qui le fait de manière très artisanale. Donc il faut vraiment ouvrir les yeux, voir ce que vous pouvez faire, comment vous pouvez l'améliorer. Il y a besoin aussi d'être mieux organisé, et d'être compétitif, d'avoir une gestion aussi moderne de votre activité. Gestion moderne, c'est-à-dire il faut séparer la personne de l'entreprise, c'est-à-dire ne pas mélanger les comptes par exemple. Et il faut être organisé et avoir un service professionnel, parce que c'est ce qui manque beaucoup. Il faut savoir aussi bien gérer ses risques et intégrer que c'est possible en devenant entrepreneur qu'il y ait des échecs, mais il faut apprendre de ces échecs. Je donne souvent comme exemple, il y a deux grandes compagnies qui ont émergé il y a quelques années et qui ont en fait utilisé les nouvelles technologies, ils ont utilisé leur savoir-faire et ils ont vu une opportunité. Ces deux grandes compagnies, il y a Airbnb, qui est le plus grand hôtelier du monde et qui ne possède pas une seule chambre d'hôtel, ni une seule chambre. Mais c'est le plus grand hôtelier du monde. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils mettent en relation ceux qui ont un espace à louer et ceux qui cherchent un espace à louer. Et voilà comment ils ont monté leur entreprise. Et la plus grande société de taxi au monde, c'est Uber, et ne possède pas un seul taxi. Parce que, encore une fois, ils ont vu une opportunité, ils l'ont saisie, et ils ont sorti un produit innovant. Bon, évidemment, ici, nous ne sommes peut-être pas à ces niveaux-là, mais il y a des choses que vous pouvez faire et qui remplissent un besoin. À notre niveau, ce que nous avons fait pour préparer le contenu local, c'est d'abord d'avoir des listes, de savoir qui existe, donc enregistrer les gens. On a aussi, pour être pratique, d'abord faciliter la création d'entreprises. Monsieur Lee tout à l'heure a rappelé qu'on évolue beaucoup dans l'informel, mais l'informel a un coût. Si vous évoluez dans l'informel, ça vous coûte plus cher que d'être dans le formel. On pense qu'on échappe aux impôts, mais en fait non. Parce que quand vous êtes dans l'informel, les services d'impôts vont quand même venir et vous allez quand même être harcelé. Si vous êtes dans le formel, là vous avez un moyen d'existence et vous pouvez payer vos impôts normalement. Donc on facilite la création d'entreprises pour que vous puissiez avoir votre entreprise en 72 heures ou moins. Et les coûts sont vraiment minimes. Pour une entreprise individuelle, c'est 212 500 francs. C'est vraiment abordable pour tout le monde. De deux, il y a une chose aussi qui manque. C'est que même si on veut faire du contenu local, même si on veut s'inscrire dans une démarche de créer un projet, il manque l'information. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place un portail des investissements qui vous donne toute l'information disponible et publique sur les opportunités qui existent en Guinée et dans tous les secteurs. Je me représente, je suis Madame Diallo Diariatou, la directrice générale adjointe de l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi. Et c'est une agence qui a pour mission justement de mettre en relation les sortants des universités et des écoles de formation professionnelle et les employeurs, c'est-à-dire le secteur privé. Et nous avons une base de données des demandeurs d'emploi qui nous permet d'offrir une aide personnalisée à chaque sortant des universités et des écoles de formation professionnelle
et ils s'inscrivent en ligne. Je vais faire comme Gabriel, je vais faire la publicité. On a un site web, c'est www.agipguinée.com, qui permet justement à ces étudiants qui sont en face de moi, à leur sortie des universités, de pouvoir s'inscrire en ligne ou dans un cyber ou avec leur smartphone, et ce qui leur offrira une opportunité d'avoir un conseiller en orientation et un conseiller en emploi qui va les orienter vers 3 pistes. Justement, la première piste, c'est l'entrepreneuriat. Parce que nous voulons inculquer une nouvelle dynamique chez les jeunes pour leur dire, vous avez 2 options, celle d'avoir un emploi salarié, mais aussi un emploi indépendant. Et l'emploi indépendant, qui est l'entrepreneuriat, est plus important, justement parce que vous créez votre propre emploi et vous créez d'autres emplois. Et l'AGIP aussi a pour mission de fournir les statistiques dans le domaine de l'emploi, du chômage et des métiers, et aussi d'avoir des projets innovants, justement faire des réflexions pour voir comment accompagner les jeunes à améliorer leur employabilité, mais accompagner les jeunes à créer leur propre emploi. On passe partout en Afrique. On parle avec les jeunes, on échange. Et partout là où nous passons, le problème majeur que les jeunes africains expriment, c'est le chômage. Maintenant, comment sortir ou réduire les taux de chômage des jeunes sur le continent? L'entrepreneuriat est parmi les meilleures solutions. Mais comment est-ce que nous pouvons encourager les jeunes à se pencher sur l'entrepreneuriat si nous ne mettons pas des moyens, s'ils n'ont pas l'accès au financement? D'abord, il faut sur le plan juridique avoir des lois au niveau national qui encouragent l'entrepreneuriat. Une loi sur l'entrepreneuriat, notamment une loi qui protège les nationaux et qui encourage à ce que le jeune puisse faire l'entrepreneuriat. À travers cette loi, il faut aussi avoir peut-être une autre loi de la sous-traitance. Chez moi, en République du Congo, récemment, le président de la République venait de promulguer une loi sur la sous-traitance. Parce qu'il y a quand même des main-d'œuvre qui doivent bénéficier les locaux. L'Afrique, c'est un grand marché. Mais un marché qui doit d'abord bénéficier les Africains. Un grand marché qui ne doit pas seulement être un marché des consommateurs, mais un marché également des producteurs. Cela veut dire que nous faisons nos coopérations, win-win coopération, nous avons les investisseurs, mais bien évidemment aussi promouvoir les entrepreneurs locaux. Le financement. C'est pour cela qu'hier j'étais contente quand j'ai rencontré le ministre de la Jeunesse. Il m'a parlé d'un fonds de la réinsertion de jeunes au niveau national. Mais un fonds qui mérite plus de soutien et assez de moyens pour bénéficier la majorité de la jeunesse guinéenne. L'entrepreneuriat peut contribuer énormément à la croissance économique de n'importe quel pays.